Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le trauma n'entretient pas un rapport de nécessité avec l'écriture, qui n'est à son tour aucunement réductible au trauma. Il s'agit d'un rapport qui semble néanmoins privilégié dans l'œuvre de Herta Müller. Pas très connue avant qu'elle ne reçoive le prix Nobel de littérature en 2009, Herta Müller est une écrivaine prolifique de langue allemande, dont le nom est attaché à la description du régime communiste roumain. D'emblée, il y a ainsi une détermination complexe, car elle présente une situation sociale dans une langue différente de celle à laquelle il faudrait s'y attendre. En effet, issue d'une des minorités allemandes de Roumanie, l'écrivaine avait quelque part le choix, à la fois du contexte social à présenter, ainsi que de la langue à utiliser. D'autres choix expliqueraient son œuvre, mais il serait possible d'avancer d'emblée qu'elle porte l'empreinte du régime totalitaire communiste. Marquée aussi par le choix des générations qui l'ont précédée, celle de ses grands-parents et de ses parents, d'avoir soutenu la suprématie allemande, il ne s'agit là que d'une influence implicite. Elle a été naturellement plus sensible à l'empreinte de la réalité sociale qu'elle a connue directement, au présent. De cette façon, Herta Müller se situerait entre les deux formes de totalitarisme auxquelles l'Europe a été confrontée au XXe siècle. Elle occupe une place assez particulière, partagée avec un nombre très limité d'écrivains, dont le Hongrois Imre Kertész, lui-même prix Nobel de littérature en 2002. Mais le rapport de Kertész avec les deux régimes cités a été différent. Survivant du camp de la mort d'Auschwitz, il n'a pas été explicitement visé par l'État communiste hongrois. Plus jeune, Herta Müller est née après la fin du régime nazi, mais a été une cible de la police secrète roumaine. Est-ce que cette place singulière expliquerait son originalité ? Il faut préciser que la perspective de cette étude est interdisciplinaire, mais le but est de montrer le rapport entre les traumas qui ont marqué Herta Müller et son écriture. Le terme même de trauma vient de la clinique, et il sera présenté dans une perspective psychanalytique. Il s'agit à la fois de trauma personnel et collectif. La difficulté d'élaborer ces traumas aurait exigé, pour Herta Müller, le passage par l'écriture. L'écrivaine a été surtout un sujet du régime communiste roumain, et en tant qu'adulte elle est devenue une cible de la police secrète communiste, la fameuse Securitate. Elle a écrit pas moins de 4 romans, illustrant la vie de personnages embêtés ou harcelés par les agents de cette organisation. Il y a ainsi une ouverture vers la dimension collective, qui demande une compréhension quasi-sociologique du régime qui a conduit à la fois à l'organisation des camps de concentration. Très prolifique, Herta Müller a publié aussi des volumes de poésie, dont un en roumain avec des enregistrements de récitation, ainsi que des essais qui explicitent sa prose. Il serait possible de soutenir que la plupart de son œuvre a un caractère autobiographique, ou au moins d'autofiction. Mais sa prose connaît aussi une importante diversité. Son volume de début, le recueil de nouvelles dépressions, Niederungen, est tellement inédit qu'il mérite l'attention d'un genre à part. Le roman La bascule du souffle, Athan Schockel, est le seul sur les camps de concentration qu'elle a écrit, en l'occurrence il s'agit d'un camp de travail soviétique. Il est aussi le fruit d'une collaboration avec un autre écrivain de langue allemande, Oskar Pastior, qui y a été effectivement interné. Ce roman aurait dû être publié ensemble avec cet autre auteur, mais il est mort bien avant que le texte ne soit achevé. Dernièrement, il faut préciser que les volumes d'essais de Herta Müller ont introduit dans cette étude la dimension autobiographique dans les termes proposés par l'écrivaine elle-même. Ainsi, le rapport entre trauma et écriture a comme support presque exclusivement la prose de Herta Müller. Il y a ainsi la nécessité d'une exégèse littéraire, dont le principe implicite est la possibilité d'une complémentarité avec une grille de lecture psychanalytique. Il n'y a pas vraiment une volonté de texte-analyse ou de psychanalyse du texte, Belman-Noël, 1996. Mais quelque part le principe d'un inconscient du texte, avancé dans les années 1970 a été implicite. Il s'agit d'une tentative de comprendre une écriture complexe, élaborée, originale, en rapport avec le positionnement d'une auteure témoin de son époque. Herta Müller est aussi une écrivaine qui a fait connaître sa communauté et sa famille à travers son œuvre. Sa littérature rend compte d'un type de régime particulier,
plus précisément le communisme, qui est une forme de pouvoir avec des forts effets psychologiques. Ces effets sont transmis par un style très surprenant et singulier. La tentative d'expliciter ce style est d'une certaine façon au cœur du projet de ce livre. Car la narration chez Herta Müller manque de clarté et ne prend du sens que si elle est mise en rapport avec le style. De façon concrète, cette étude se penchera d'abord sur le recueil du début. Il y a ensuite la présentation des romans qui décrivent la vie quotidienne en pays communiste, puis du roman sur le camp de travail soviétique. À la fin, il y a l'évocation de 2 volumes d'essais de l'auteur. Des ouvertures à la fois vers les dimensions psychiques et sociales permettront de mieux saisir la nature du régime en question, ainsi que les réactions subjectives en jeu. Finalement, tous les rapports entre ces phénomènes seront précisés et affinés pour mieux comprendre une œuvre encore ouverte, qui transmet bien la nature de l'histoire récente et la possibilité de la dépasser psychiquement. Par conséquent, le passage du trauma à l'écriture est illustré par un cas de figure assez particulier, mais largement intéressant, et surtout très suggestif. Il serait possible d'avancer qu'il s'agit, dans cet essai, de la description d'un cas d'écrivain. Première partie, le début LITTERAIRE et la prise de distance par rapport aux origines. Le volume de début de Herta Müller s'intitule Dépression. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, dont la principale et la plus longue donne le titre « Dépression ». En allemand, Niederungen a davantage un sens géographique qui pourrait être rendu par le mot plaine ou terre basse, alors qu'en français la signification psychologique risque de prendre le dessus. Il paraît que justement, le village d'origine de l'écrivaine est situé dans une vallée, et que son positionnement, mais aussi ses habitants ainsi que ses coutumes et traditions, seraient les principales sources d'inspiration dans ce recueil. Plus précisément, le volume consiste en 19 nouvelles alors que toutes ne fassent pas référence au village natal. Quoique bien apprécié par la critique littéraire allemande, ce recueil a pris de la valeur avec le passage du temps. Dépression contient in nuce, la gamme complète de l'expression poétique et l'articulation des idées qui traversent dès lors l'œuvre de Herta Müller. Dragost 2007 page 64. D'ailleurs, c'est la plus importante raison pour lui avoir consacré un chapitre à part. Chapitre 1 Le contenu. La tâche de décrire un recueil de nouvelles est quelque part plus difficile que celle de décrire un roman. Toute recherche d'unité ou de cohérence n'est pas justifiée, alors qu'une sélection s'impose aussi. La nouvelle principale, qui donne le titre du recueil, reste le seul passage obligé, mais ne résume pas forcément toute la diversité propre à ce volume de début, qui montre aussi la recherche de style, de thèmes, de problématiques. Bien entendu, la lecture après coup, ou plus précisément après avoir connu l'évolution littéraire de l'auteur, facilite un tel point de vue. Une entrée choquante. Le recueil commence de manière assez forte, par la nouvelle Oraison funèbre, qui décrit les funérailles du père de la narratrice. Dans cette nouvelle, l'auteur utilisait la première personne. Il y a de la famille qui arrive à la gare. Puis dans la pièce où le défunt est étendu, il y a ses photos. Sur toutes les photos on aurait dit qu'il ne savait plus quoi faire. Mais le père savait toujours quoi faire. C'est pourquoi toutes ces photos étaient fausses. Müller 2015 page 10. La formule est surprenante, les photos montraient le défunt, leur fausseté tient au fait qu'elles ne rendaient pas bien son caractère. Une fois au cimetière, les 2 hommes qui laissent descendre le cercueil dans la tombe disent à la narratrice « Ton père a de nombreux morts sur la conscience », dit l'un des petits hommes saouls. Je dis, il a fait la guerre. Pour 25 morts, on lui a remis une décoration. Il a rapporté plusieurs décorations. Il a violé une femme dans un champ de betteraves, dit le petit homme. Avec 4 autres soldats. Ton père lui a fourré une betterave entre les jambes. Lorsque nous sommes partis, elle saignait. C'était une Russe. Ibidem page 11. Un autre homme dit à la narratrice que son père couchait avec sa femme. En même temps, une femme crache par terre en signe de dégoût. Tout le monde regarde la narratrice en attendant qu'elle fasse un discours, mais elle n'en fut pas capable. Elle se sent comme tuée, pétrifiée par l'attitude des autres, non intégrée dans la communauté venue enterrer son père. Un orateur dit « Nous sommes fiers de notre communauté. Notre efficacité nous préserve de la décadence. Nous ne nous laisserons pas insulter, dit-il. Nous ne nous laisserons pas calomnier.
Au nom de notre communauté allemande, tu es condamné à mort. Tous les fusils me visèrent. Dans ma tête une détonation assourdissante. Ibidem page 13, il s'agit d'une exclusion violente proche de la mort. De retour à la maison, la mère de la narratrice coupe sa natte, la met au feu, tout en se souvenant qu'en Russie elle a été tondue. Et puis, je ne voyais plus la mère. La natte brûlait encore. La pièce était pleine de fumée. Ils t'ont tué, dit la mère. Ibidem page 14, en fait, qui a disparu ? La mère qui n'a plus de natte, ou la fille exclue par la communauté, qui bien que mécontente du père mort, le reconnaît comme des siens. La mère évoque la Russie, où le père aurait violé des femmes. À côté de la violence des propos, liés au passé du père mort, il y a aussi l'attitude de la fille. Et surtout, il y a beaucoup de confusion dans cette très brève nouvelle. Confusion qui évoque le traumatisme, car déjà la mort du père fut violente. Son passé, ainsi que cette attitude très ambivalente de la communauté sont également violents. Suit une très brève prose, le bain souabe, qui décrit l'habitude d'une famille, implicitement typiquement souabe, de se laver le samedi soir. Cela commence par l'enfant, le petit Arnie, dont les soins sont assurés par la mère, puis c'est son tour à elle. Le père, la grand-mère et le grand-père suivent. Après la sortie d'eau de la mère, la bordure la baignoire est jaune, quand le grand-père termine la bordure est noire. Car chacun des adultes racle des vermicelles de peau, qui s'accumulent. Mais qu'importe, le rituel est observé. Baignée de frais, la famille Swab est assise devant l'écran de la télévision. Baignée de frais, la famille Swab attend le téléfilm du samedi soir. Ibidem page 16, c'est comme si le rituel était plus important que l'hygiène. Également très brève, ma famille produit un effet de confusion de la même manière que la première nouvelle. Son titre l'indique, l'auteur s'adresse à la première personne et il serait, apparemment, un enfant. De la même façon que la famille Swab précédente, cette famille est aussi composée à part l'enfant, de parents et de grands-parents. Les grands-parents ont chacun une maladie. La mère est couverte de la tête aux pieds, alors que la particularité du père est d'avoir un enfant avec une autre femme. Il y a des choses que les gens disent de la grand-mère, qui aurait épousé le grand-père par intérêt. Il avait de la terre, ce qui n'est pas bien car ils sont des parents proches, ce serait vraiment incestueux. La mère serait d'un autre homme, et l'oncle aussi, mais il ne serait pas le même homme. Il ressort aussi qu'une arrière-grand-mère morte jeune se serait suicidée. L'époux de cette femme se serait remarié, mais il serait allé tous les samedis dans une autre ville pour retrouver une autre femme. Finalement, la conclusion des gens est assez sévère. Les gens disent qu'il faut mépriser un homme qui a une autre femme en dehors du village et un autre enfant, que ce n'est pas mieux qu'un inceste, que c'est pire, que c'est même un véritable inceste, une véritable honte. Ibidem page 18. Apparemment respectable, cette famille cache des relations quasiment pathologiques en son sein. Le village déprimant. La nouvelle qui domine le recueil au moins par ses dimensions, dépression, décrit la vie d'un village Swab dans la manière d'une enfant. Cela commence par la description de plantes et insectes, au milieu desquels l'enfant narratrice souffre. Grand-père m'a versé de l'alcool à brûler dans l'oreille pour que le scarabée ne grimpe pas dans ma tête. Ibidem page 19. Le risque serait que la petite devienne idiote. Elle est proche des fleurs, elle joue sans préciser avec qui au papa et à la maman dans les granges. Elle habille les chatons comme des poupées, au risque de leur faire du mal. Elle observe les papillons, mais aussi ce qui est négatif, déplaisant. Des mouches dans la cuvette pour la toilette, ronronnement de ventilateur fou de celles qui se noient dans le seau de l'écaillé. Des mouches à la surface d'eau savonneuse, grise de la cuvette. Les yeux énormes, les dards déployés transperçant l'eau, des petites pattes minces qui s'agitent. Ibidem page 21. Mais elle pose aussi des questions. Et d'où est venu le premier papillon, grand-père ? Arrête de poser des questions stupides, personne ne le sait, va donc jouer. Ibidem page 21 à 22. Comme quoi le risque de devenir idiote n'était pas limité à la présence du scarabée dans l'oreille. Puis l'enfant parle de ses parents, à travers sa mère qui juste avant le mariage ne voulait plus de cette union. Elle avait senti que le jeune en question la frappera souvent. Mais c'était trop tard. La mère semble marquée par l'accouchement de sa fille, son corps en serait déformé. La mère aime garder l'argent, le père le dépenser. La fille est seule avec les poules, elle pense au conte avec un prince charmant. Puis elle joue avec sa poupée en maïs. Elle aura beaucoup de frères et sœurs.
Je serai de temps en temps sa sœur. Ibidem page 25, à qui revient la tâche de l'enfantement? Il n'y a pas de réponse. Elle passe de nouveau aux animaux. Sont évoqués les passereaux qui évitent le village plein de chats et de chiens. Même si les chiens tombent souvent victimes des coups donnés par les hommes, qui les font mourir, puis ils puent sous un nuage de mouches. De temps en temps l'enfant souffre, a mal, et une fois la vache l'a chargé avec ses cornes, ce qui l'a fait tomber de haut. Sous les égratignures de mes genoux, la chair brûlait et j'eus peur qu'une si grande douleur fût signe que je n'étais plus en vie. En même temps je savais que j'étais en vie parce que la douleur était si vive. Ibidem page 27, elle a plein de haine à l'égard de la vache. Puis elle se rend compte que son corps embellissait, et a peur qu'un grand homme décharné ne se trouve dans sa chambre. Cet homme passait des nuits entières près de moi dans la chambre. Je le voyais continuellement derrière le rideau, sous le lit, derrière l'armoire, dans le poêle en faïence. Ibidem page 28. Il ne s'agit que d'une illusion, d'une création de son imagination. Ceci lui évoque la kermesse qui a lieu à l'automne. La mort est de nouveau mentionnée. L'héroïne a vu plein de souris tuées par le chat, mais elle en a aussi apprivoisé une. À l'automne il y a aussi les pommes, qu'elle aimait cuites dans le four du poêle. Puis l'hiver arrive, et elle évoque le cochon qui soupire et une entaille. L'entaille devint plus grande que moi, s'étendit à tout le lit, brûla sous la couverture, emplit la chambre de ses soupirs. Les entrailles arrachées sur le tapis, et elle sentait le maïs à demi digéré. Un estomac rempli de maïs était accroché au-dessus de mon lit, à un intestin qui tressaillait. Lorsque l'intestin fut sur le point d'éclater, j'allumai la lumière. J'essuyais la sueur de mon front du revers de la main. Ibidem page 36 à 37. Il s'agit d'un rêve, plus précisément d'un cauchemar, mais tellement intense qu'il fait penser à une hallucination visuelle. Dehors elle voit le cochon sacrifié plein de sang, et pense à Blanche-Neige. L'hiver les femmes tricotent chez elles, et avec l'âge leurs moustaches poussent. Des fois le père est malade, il vomit, le médecin vient le voir. Il y a aussi des canards que la grand-mère sait bien égorger, plumer, découper. Des serpents il y a derrière les granges. Un jour il y en a eu un qui est monté sur le balai de mer. Car la mère est seule, dit la fille, qui semble avoir peur des serpents qu'elle rêve. Les serpents retournent dans les boutons d'or en rampant. Et ensuite, c'est grand-mère qui un jour me ramène les serpents. Ils sortent du col de son corsage, de ses cordes vocales, de ses propos qui commencent comme toujours par autrefois. Ibidem page 43. Ainsi, elle raconte une histoire avec une jeune femme dont les cheveux sont devenus blancs quand elle a vu qu'un serpent avait bu le lait du biberon de son enfant. Elle était considérée comme la sorcière du village. La jeune fille fait part de l'atmosphère lors de repas. Nous sommes tous assis autour de la table. Chacun mange et suit ses pensées. Ibidem page 47. Il n'y a donc pas de discussion, le père est soûl presque tous les jours, notamment les jours de fête. Dépité, l'enfant s'isole dans les toilettes, et quand sa mère l'appelle, si elle ne répond pas, sa mère lui donne une gifle. Quand elle va chez sa grand-mère paternelle, elle peut jouer avec son cousin Aini, et même dormir dans le même lit avec lui, en lui disant « Je pourrais bien t'aimer si tu n'avais pas une façon de pisser si bizarre, avec ce truc allongé. C'est tellement moche. Arrête, demain on le coupe. Je peux avoir un enfant de toi. Je crois qu'il ne faut pas, nous avons pissé dans le même pot. Arrête, nous nous marierons. Mais tu es mon cousin. » Ibidem page 54. On comprend que la différence des genres n'est pas encore pas bien comprise, bien que l'angoisse de castration ainsi que l'interdit de l'inceste semblent assumés par la jeune fille. Le lendemain elle souffre de nouveau. Elle s'est fait une entaille dans un doigt en coupant des pommes de terre. C'est comme si elle s'était châtrée elle-même, pour sanctionner la différence avec le cousin qui l'attire sexuellement. Le village est de nouveau évoqué, l'église est présentée avec le souffleur d'orgue qui perd son dentier en riant. À l'église, la jeune fille rencontre un autre copain Wendell, qui bégaye mais aimerait devenir souffleur d'orgue. La jeune fille prie pour qu'on lui pardonne une faute, celle d'avoir accepté le mensonge du père quant à la patte du veau. Le père a obtenu du vétérinaire le document permettant d'abattre le veau, en invoquant un accident, mais le problème à la patte était de son fait. Le père était un menteur. Tous ceux qui étaient présents mentaient par leur silence. Ibidem page 64. Elle évoque la scène où le père, l'oncle et le grand-père ont abattu le veau, scène qu'elle n'a pas pu regarder.
Lorsque l'oncle releva la grosse cognée, je courus dans la cour, me postai sur le prunier et mis mes 2 mains sur mes oreilles. L'air était chaud et vide. Ibidem page 65. Quelques semaines après, elle a une peau de veau devant son lit, ce qui lui provoque des rêves effrayants comme celui-ci. Le veau haletait et dans son angoisse de mourir il heurta un arbre la tête première. Du sang coula de ses naseaux. J'avais du sang sur mes orteils, sur mes beaux souliers d'été, sur ma robe lorsque le veau s'effondra. Ibidem page 66, l'enfant s'identifie complètement à l'animal tué. Le lendemain matin la jeune fille souffre, elle casse un saladier, la mère la gifle, lui demande de balayer les débris. Mais sa mère est comme toutes les femmes Souabe, bien soignées. Leurs filles ne sont libérées qu'en apparence dans leur costume traditionnel. Ibidem page 68. Lors des enterrements tout semble bien fonctionner, les gens font leur devoir mais la jeune fille remarque. Parfois le village a peur de ses habitants. Le village devient d'une beauté qui met mal à l'aise. Ibidem page 71. Ainsi, le rabattement sur la famille paraît nécessaire. Elle avait le droit de peigner les cheveux de son père, mais en aucun cas elle ne devait pas lui toucher le visage. Lorsque je le faisais quand même, lorsque cela se produisait par mégarde, le père arrachait ruban, barrette, fichu, collier et me repoussait d'un coup de coude en criant « Va-t'en de là ». Ibidem page 74, quand elle pleure elle se demande pourquoi elle fait partie de cette famille. La mère la rendait responsable de la distance du père. La mère et le père parlaient très peu, et dans ce peu de vaches et d'argent. Ibidem page 75 à 76. La mère n'arrive pas non plus à être proche de sa fille, faire le ménage est plus important pour elle, tout est propre. La mère plonge dans l'obscurité les chambres, les vestibules. La maison tout entière est inhabitée et sombre. Ibidem page 82. Les grands-parents ne sont non plus d'un grand soutien. À un moment donné, repoussée par sa grand-mère, elle a envie de mourir. J'attendais ma mort. Il fallait que je m'effondre. La tête dans l'herbe, c'est tout. Ibidem page 86, mais la mort ne vient pas, elle reste inconsolée, quelque part apaisée par la nature. Elle veut être un marais. Elle pense à Dieu et à la mère de Dieu. Elle rêve que le grand-père est mort. En fait, c'est la grand-mère qui est malade. Ainsi est évoqué le frère de cette femme, mort quand il était enfant, sans que personne ne se rende compte. Puis la jeune fille est de nouveau avec ses parents, le père est soûl et chante, la mère pleure et parle. Le père la menace d'un couteau. Mais le grand-père, qui a des marteaux et des clous, arrive aussi. Il peut planter des clous dans tout le village. Et dans le village, il y a Wendel, le garçon qui ne parle avec aisance que s'il est seul. Il habite dans la cour voisine et ils jouent souvent ensemble, elle lui fait des reproches. Wendel ne se défend pas, Wendel ne réagit pas. Ibidem page 99, mais la grand-mère lui impose la sieste. Le soir la jeune fille a peur, peur de la peur. Pendant la nuit tout le monde dort. Mais cette nuit-là un voisin est mort. Elle a l'image de la mère nue et gelée en Russie. Il y a le coassement des grenouilles qui sort des poumons du père mort. Quand ils sont venus ici, les gens ont amené de grenouilles, la mère en a amené une de Russie. Et j'entendais la grenouille allemande de la mère, jusqu'au-delà de mon sommeil. Ibidem page 105, c'est à travers les signes de vie de ce petit animal que l'espoir serait possible. Cette dernière partie de la nouvelle est un peu déconcertante. Le temps se condense, la fin du père par laquelle le recueil commençait est évoquée ainsi que le passage de la mère par la Russie. Mais les grenouilles, qui semblent être des symboles allemands, n'ont pas été oubliées et s'imposent à la jeune fille, même quand elle dort. Une suite assez diverse. Les réponses à certaines questions se trouvent dans d'autres écrits du volume. Ils semblent assez cohérents avec le reste de l'œuvre de l'écrivaine, dans la perspective du présent. Des aspects similaires peuvent être signalés dans les romans qui seront écrits ultérieurement, et qui ont déjà été mentionnés. D'autres nouvelles ont des sujets qui tournent également autour de la famille, comme Poire pourrie, où il est question de sa perte d'innocence, Simon 2005. Elle accompagne son père dans un bref voyage avec une tante, ce qui permettra aux 2 adultes de coucher ensemble. La narratrice n'est pas seule, elle est accompagnée par la fille de la tante. Cette autre fille, un peu plus âgée, semble tout connaître de la vie. Elle fait presque l'intermédiaire entre les adultes qui couchent ensemble de façon illicite. À la fin de l'histoire, l'image des fruits en putréfaction devient un puissant symbole du lien entre la sexualité et la mort et un moyen d'expression du dégoût,
de soi de la narratrice. Ibidem, page 115. La référence à ces fruits serait un bon exemple du style métaphorique de Herta Müller. Dans Tango appuyé est présentée une cérémonie de Toussaint, après la mort du père. Il s'agirait d'une suite de la nouvelle qui ouvre le recueil, mais cette fois l'âge de la narratrice semble plus proche de l'enfance. Le début décrit les vêtements de la mère, en train de s'habiller, son porte-jartel, ses bas en soie noire. Une fois à l'église, la description passe de la mère à la grand-mère, et puis à la fille qui observe. La mère porte la couronne sombre de branches de sapin et de chrysanthèmes blancs. Grand-mère porte la couronne qui tintinabule en petites pierres blanches avec la petite image ronde de Marie souriante, et l'inscription un peu décolorée en hongrois, de la monarchie, Chou Maria Köszönöm. La couronne se balance sous l'index de grand-mère sur le poignet mince et rougi. Je porte une brassée de fougères bouclée aux fines nervures, et une poignée de cierges aussi froid et blanc que mes doigts. Ibidem, page 117 à 118. Le père est évoqué comme si présent, son visage est là, il s'agit probablement d'une photo. Le père est notre âme morte. Aujourd'hui c'est un jour de fête pour le père, et il passe en dansant à la lisière du village. Le porte-jartel entaille profondément les hanches de la mère. Dans un tango appuyé, le père presse ses cuisses contre un nuage de damas noir. Ibidem, page 122. Le tango appuyé serait comme une étreinte des parents, après la mort du père. C'est comme si son fantôme était encore là, pour la jeune fille accompagnée de sa mère et de sa grand-mère. La mort est très présente dans ce volume, quoique pas dans toutes les nouvelles. Certaines se distinguent par un rapport plus fort avec le présent de la vie sociale des années 80, dans le pays d'origine. Ainsi, Chronique du village expose avec l'ironie de l'époque les réalités sociales contradictoires. Depuis que le village devient plus petit parce que les gens, s'ils n'émigrent pas en Allemagne, émigrent au moins à la ville, les fêtes de kermesse deviennent de plus en plus importantes, les costumes traditionnels de plus en plus fastueux, si bien que les journaux ne peuvent pas éviter de décrire en détail chaque kermesse de chaque village qui dans les journaux sont appelés grandes communes ou au moins communes. Müller, Opsite, page 136. Le décalage entre la vraie vie et la façon de la décrire dans la presse est bien signalé. De façon métaphorique, est aussi signalé le danger du désaccord avec le pouvoir, comme par exemple dans l'opinion. Il était une fois une grenouille qui avait les yeux particulièrement gros et mouillés. La grenouille travaillait dans une usine, elle était ingénieure. À l'usine, elle n'était pas bien vue ni des chefs ni des ouvriers. La grenouille avait une opinion sur tout, et toujours. Et le pire était que cette opinion était une opinion personnelle, qui était toujours différente de l'opinion des autres qui n'était qu'une opinion. L'opinion de l'ingénieur en chef, qui n'était que l'opinion du directeur, qui n'était que l'opinion du directeur général, qui n'était que l'opinion du ministre. Ibidem, page 165. Donc l'opinion s'imposait de façon hiérarchique, alors que la grenouille joue un rôle bien particulier dans cette nouvelle. Dans la nouvelle Inge, il s'agit d'un monde bizarre. Dans la rue en bas de l'endroit où la protagoniste habite, il y a des soldats verts. Ils sont commandés par un gros homme en vert. Dans la chambre d'Inge, il y a des uniformes, et elle tâte les murs avec ses yeux comme un poisson fou. Dans la rue, il n'y a pas de distinction entre bas et haut. Le ciel était la même plaque d'asphalte que l'asphalte foulé par les pieds d'Inge. Inge devait marcher sur la tête, car le ciel était aussi un trottoir. Ibidem, page 170. Transpercée par le tronc d'un arbre, sa tête se mit à l'envers et se redressa. Elle croise dans la rue une femme qui lui parle, puis un homme qui a des yeux morts, elle a peur de lui. Elle arrive au rectorat, où elle doit rencontrer un inspecteur. Les murs ont des taches comme celles d'une peau malade. Tout ce qui se passe a des dimensions kafkaïennes. L'inspecteur lui pose des questions, nom, domicile, dernier emploi. Il ressort qu'elle avait travaillé comme traductrice dans une usine. Le rectorat ne pouvait pas s'occuper de sa situation. L'inspecteur non plus. L'inspecteur épongea la sueur avec un grand mouchoir brun. Et ça n'a pas de sens de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ibidem, page 173, la scène est très longue, l'inspecteur justifie son attitude. Inge part et est poursuivie par 3 policiers aussi larges que le trottoir. Elle traverse un parc dont la sortie est bloquée, puis dans la rue il y a d'abord un policier qui siffle, puis un homme qui pousse vers elle une voiture d'enfant. Finalement, Inge arrive chez elle et ouvre la télévision. Inge regarda le téléviseur dans sa chambre.
Inge vit Inge dans la chambre d'Inge couché sur le lit d'Inge. Inge vit Inge sur un écran regarder Inge sur un écran. Inge vit un morceau de papier froissé sous le lit d'Inge sur l'écran. Inge mit la main sous le lit, et vit sur l'écran Inge en train de mettre la main sous le lit d'Inge. Inge vit sur l'écran Inge en train de lisser le morceau de papier. Sur le papier était écrit « Tenir en équilibre sur la tête ». Inge vit Inge sur l'écran tenir en équilibre sur la tête. Ibidem, page 175. Il est possible d'imaginer que le but de la nouvelle était de décrire ce système de surveillance, qui ne serait possible que dans un monde à l'envers. Dominé par les policiers, ce monde est si oppressant que ciel et asphalte ne se distinguent pas, la nature pénètre les gens. L'inspecteur ne peut rien faire, il s'excuse, à la différence du rectorat. La police est présente partout, son système de surveillance est tellement fonctionnel que la surveillée peut se voir elle-même chez elle. En fait, tout ce qui se passe est absurde, mais Herta Müller semble intéressée de décrire un tel univers. M. Welchman montre la persistance d'un intérêt pour le national-socialisme, bien longtemps après la chute du régime incarné par Hitler. M. Welchman se dit être dans la fleur de l'âge. Il aime le passé, notamment la période de la Deuxième Guerre mondiale, quand chacun profitait de la vie. Les femmes ne l'intéressent pas car elles ne jouent aucun rôle dans la guerre. Il s'intéresse au théâtre de marionnettes. C'est la guerre qui m'a appris le théâtre de marionnettes, comme tout ce qui a un sens dans ma vie, dit M. Welchman. M. Welchman se met debout, droit comme un piquet, il lève la main pour faire le salut, dit Heil et plisse les yeux, il n'y a plus qu'une fente. Ibidem, page 179, cet homme allemand se vante aussi d'être fort. Il y a donc une certaine diversité de thèmes. Le volume reste axé sur la description d'un village souabe. Les nouvelles qui traitent d'autres sujets ne sont pas nombreuses. Il est néanmoins possible de comprendre que la jeune écrivaine qui était à l'époque Herta Müller se trouvait aussi à la recherche de thèmes, tout en exerçant un style assez personnel. La richesse des propos permet une analyse qui sera d'abord littéraire, et ensuite psychanalytique. Chapitre 2 Hémat, cadre et style. Ce volume de début de Herta Müller a marqué très peu la vie littéraire dans la Roumanie communiste. Publié en allemand, après une longue attente, il a intéressé surtout la police secrète. Un critique littéraire anglais l'a signalé beaucoup plus tard. Il est remarquable que dans les rapports compilés de la Sécuritate sur la production littéraire de Müller, elle a été fustigée pour négativisme. Rien de positif n'apparaît, écrivait Voicu sur sa première collection Niederungen en mars 1983. Dras Francis 2013 page 224. Il ressort facilement que ce recueil ne pouvait pas être accepté par la doctrine du réalisme socialiste, la doctrine esthétique officielle des régimes communistes. Quoique le thème fût des plus réalistes, les arts devaient présenter une vie radieuse, des exemples positifs, le bonheur du peuple que le parti s'était engagé à réaliser, même s'il était question plutôt d'un projet d'avenir, d'une utopie. La problématique de la Heimat. De façon étrange, le réalisme socialiste doit être mis en rapport avec un genre littéraire spécifiquement allemand, la Heimat. Il s'agit d'une littérature qui décrit la nostalgie à l'égard des terres natales, où vivent les Allemands. L'allemand désigne ce lieu, unique pour tout individu sous le vocable Heimat, que le français a du mal à traduire, terre natale, reste un pis-aller. On peut aussi évoquer la petite patrie, le pays, mais aucun de ces termes n'est vraiment satisfaisant. C'est pourquoi nous garderons le plus souvent le terme allemand, car aucune des traductions françaises ne revêt toutes les connotations du lexème Heimat, ni ne rend compte de la dimension affective du lieu où l'on se sent chez soi, Daheim. Mercier 2014 page 49. En principe, l'idée même d'être chez soi supposerait l'image positive, alors que Herta Müller est plus que décevante là-dessus. Ainsi, des remarques ultérieures de l'écrivaine ont signalé une réaction très négative des villageois à son égard. Le village apparaît d'ailleurs comme isolé du reste du pays, où vivaient d'autres ethnies, par rapport auxquelles ces Allemands se sentaient supérieurs. Comme si quelque chose du régime national-socialiste soutenu par le père présenté comme un tueur d'hommes et un violeur de femmes russes, restait encore actif chez ces gens. D'autres points de vue montrent que Herta Müller présente néanmoins des nuances que l'on peut retrouver dans la Heimat. Mais généralement,
La Heimat montre une résistance à la force centralisatrice de la nation, et caractérisait une réticence à nier les traditions et les lois locales dans le nom d'une ouverture politique assumée par l'espace géographique plus vaste de la nation. Simon 2005 page 108. De cette façon, la fidélité implicite au village et à ses coutumes semble quand même aller dans un des sens de la Heimat. Deuxièmement, et plus important encore, la Heimat-Literatur se caractérise par un sentiment de perte, de nostalgie pour un endroit qui est plus susceptible d'être atteint, soit parce que l'auteur est en exil, ou parce que l'endroit a fait l'objet de développement et a perdu la qualité de la sécurité anhistorique qu'il a précédemment offert. Ibidem. La nostalgie, déjà évoquée, a donc une implication plus large et dans cette hypostase elle n'est pas absente dans les lignes de Herta Müller. La situation qu'elle dépeint ne semble pas pouvoir évoluer. D'autres nouvelles du recueil décrivent d'autres hypostases du village à d'autres moments de son histoire récente, mais l'enfant n'a pas toujours la parole. La nostalgie se dégage d'un passé qui a dû être forcément dépassé, sans que l'on sache comment. Le cadre de la narration. Il ressort que l'écrivaine, en se concentrant sur la vie d'un village, ne rend pas bien compte de l'environnement ni de l'époque traversée, notamment dans la nouvelle de base, Dépression. Ceci accentue l'impression d'isolation, que la narratrice éprouve d'abord au niveau individuel, mais le village lui-même en serait frappé, dans une tendance à réaliser la Heimat. À travers les métaphores récurrentes qui représentent le village natal comme un espace délimité, incel ou clos, kiste, l'écrivain montre combien la Heimat est imperméable à toute altérité susceptible d'entamer l'identité que les habitants cherchent à sauvegarder et à perpétuer à tout prix. Mercier 2014 page 57. En fait, les coordonnées d'espace et de temps ne sont pas bien précisées. La langue du texte, puis, rejette symptomatiquement le monde physique et culturel au-delà du village. Il n'y a pas des noms de lieux ou des noms de personnes. Après tout, pour la narratrice, il n'y a qu'un seul village, une mère et un père, un marchand de balais, et ainsi de suite. Simon 2005 116. Quelques prénoms sont quand même évoqués, mais au-delà de leur résonance allemande, cohérente avec la version originaire du texte, il n'y a pas des déterminants précis de l'environnement décrit. Il y a ainsi un effet de clôture, un monde à part qui permet à l'auteur de décrire mieux les rapports entre les personnages en jeu, d'abord l'enfant et ses parents, ainsi que ses grands-parents, puis les rapports avec la communauté allemande. La souffrance de l'enfant qui justifie la connotation du titre est moins évidente en langue allemande par rapport à la sphère émotionnelle. Ce choix impose un découpage et permet des audaces de style qui ont été signalées par la critique. Plus important, Herta Müller se distingue déjà par cette première production comme une écrivaine qui ne reste pas cantonnée à la réalité, ne fonctionne pas comme un journaliste qui consigne simplement des faits, des images ou même des relations interhumaines, mais va au-delà de l'apparence et montre des mentalités, des vécus, des façons de vivre qui se trouvent en divorce avec l'époque. Il y a ainsi un rapport assez particulier avec le passé, comme le signale Morwenna Simon, la critique anglaise. Cependant, de manière cohérente, la revisite par Müller de l'enfance traumatique conduit à l'effet inverse. Le retour de sa narratrice dans le passé est si total que, au lieu de confirmer le présent comme une assurance ontologique de soi-même, le présent se dissout plutôt dans le passé, ce qui fait que le sujet parlant coïncide avec son histoire et perd la capacité de l'examiner souverainement. Textuellement, comme nous l'avons vu, il n'y a aucune assurance de la distance, seulement une volonté permanente de l'acquérir, ce qui pousse le lecteur dans un processus permanent d'effondrement sous le double effet de la fragilité de la personne de la narratrice et d'une immédiateté textuelle dominatrice. Ibidem, page 131. Ce point de vue souligne que malgré le fait de ne pas pouvoir parler d'une véritable narration, il y a un cadre spécifique de la description qui nous plonge dans un monde enfantin, connu de l'auteur, et qui doit être en rapport avec son propre passé. Or, en suivant le fil de l'écriture, le lecteur est saisi par la solitude de l'enfant et par la multitude des impressions qu'elle nous livre. En même temps, il ne s'agit pas d'un manque de métier de l'écrivaine ni d'un effet sans intention. Morwenna Simon transmet le message que c'est justement l'art de Herta Müller de réussir ce tour, de nous plonger dans le passé d'une enfant où on devient prisonnier de ses angoisses et de sa solitude. Pour être plus précis, c'est justement ce cadre qui, tout en laissant flou les coordonnées d'espace et de temps,
nous met devant les traumas subis par cet enfant démuni, seul et sans soutien. Il n'y a, au moins dans le texte de la Nouvelle Dépression, quasiment pas de référence au pouvoir social de l'époque. Il n'y a qu'une impression lourde qui ressort d'un texte qui n'envisage de décrire que le monde limité d'une enfant. L'originalité du style. Cette première publication montre notamment l'originalité de l'écrivaine. Bien qu'elle se soit lancée dans un milieu culturellement hostile, dominé par l'exigence du réalisme socialiste, elle propose plutôt le contraire. Retenue par la censure pendant 2 ans, la première version de son recueil est publiée en Roumanie en 1982 en allemand, par la maison d'édition Criterion, censée sortir des livres dans les langues des minorités ethniques. Mais Dépression n'a pas eu beaucoup de succès localement. Au-delà du problème idéologique posé, le livre ne pouvait que surprendre par son naturalisme. La capacité de rendre compte de tout ce qui est non dit, le courage d'un style inédit sont des qualités qui vont se maintenir par la suite. Le contenu déplaisant, repoussant par moments, serait plus difficile à accepter si le style ne l'appuyait pas, ne lui donnait une certaine valeur affective. Comme le signale un commentateur roumain, ce style aurait été remarqué dès le début par des critiques littéraires de l'Allemagne. Les phrases courtes, denses, donnent l'impression du mouvement. Demain c'est dimanche et quand midi sonnera j'aurai un cœur et une aile dans mon assiette. Bon dimanche et bons appétit. Muller 2015 page 42. L'héroïne se trouve dans un dialogue avec soi-même, mais les souhaits détachés du contexte de la première phrase ouvrent une sorte de dialogue, le verbe n'est plus nécessaire. À d'autres endroits, le même type de proposition sans verbe a une visée de communication bien claire. Vous, homme noir du danger, ibidem page 46. En fait, il s'agit des épouvantails que les femmes du village confectionnent en utilisant les costumes de leurs maris. Ainsi, l'adresse de la formule devient compliquée, s'agit-il de ces hommes qui comme le père ont fait partie de la Waffen-SS ? Ou plutôt d'hommes qui transmettent un danger dans le présent, et que l'écrivaine connaissait déjà dans sa vie adulte ? Dans le cadre de cette nouvelle, c'est par rapport au passé qu'il est possible de comprendre cette référence. Dans d'autres passages, l'écrivaine choisit de s'adresser directement à des composants de la famille. Mère, on voit que tu es toute seule, ibidem page 43, puis plus bas dans la même page, grandmere tu as des mains si dures, ibidem. On dirait que l'enfant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.